Le président directeur général, bonjour et bienvenue. Vous êtes un habitué de la Commission des affaires économiques et dans une moindre mesure de celle du développement durable, puisque, si j'ai bien compté, c'est la 4e fois que vous passez devant nous, dont une fois pour renouveler votre mandat en avril 2019. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec les membres de l'Assemblée nationale cet après-midi. Je sais que vous avez été auditionné par le Sénat ce matin. Alors, c'était en présentiel. Le Sénat est moins à cheval sur les contraintes sanitaires que l'Assemblée nationale. Donc, je rappelle à nos collègues que cette audition a lieu en visioconférence, comme toutes les activités de contrôle qui doivent encore et toujours se pratiquer à distance dans le cadre des travaux de l'Assemblée, sauf comme ce matin, quand on est dans le cadre de l'examen d'un projet législatif. Cette audition s'inscrit dans un cycle sur le projet de réorganisation de votre entreprise, EDF, connu sous le nom de projet Hercule. La Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ont déjà entendu Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, jeudi dernier. Elle nous a fait part des difficiles négociations avec la Commission européenne sur la régulation des prix du nucléaire, bien sûr, et sur les concessions des barrages hydroélectriques. Je vous rappelle pour les commissaires des affaires économiques que nous poursuivrons nos travaux à l'issue, à 17h30, avec Bruno Le Maire, une audition plus large que seul le projet Hercule, mais qui sera sans doute l'occasion d'évoquer ce sujet. Ce que je comprends et ce que je propose aux commissaires, c'est que pour la suite des travaux, on garde nos options ouvertes. On va attendre de voir l'avancée des négociations et l'avancée d'un projet de loi qui, d'après ce que nous a dit la ministre, devrait pouvoir être soumis d'ici la fin de la législature. J'ai déjà eu pas mal de demandes d'audition, d'anciens PDG, de l'intersyndicale, etc. Mais on fera évidemment ça dans l'ordre. Et donc, on souhaitait auditionner les deux ministres et le principal concerné, le PDG. Voilà ce qui sera fait à l'issue de cette audition. Madame la Présidente, chère Laurence, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mes chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, Directeur Général, je vous remercie. Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir accepté cette audition et notre invitation à cette audition conjointe. Cette audition fait suite, donc Roland Lescure l'a rappelé, à celle de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, la semaine dernière, et porte sur le même sujet, le projet Hercule de restructuration d'EDF. Et lors de son audition, la ministre s'est attachée à lever un certain nombre d'inquiétudes suscitées par le projet, qui fait craindre à certains un démantèlement de l'opérateur historique EDF, dont notre pays dépend étroitement pour sa consommation d'électricité. Donc, on l'a vu, le sujet est très vaste et ne se limite pas à un jeu de mécanos. Il s'agit notamment de faire face aux difficultés financières du groupe EDF, de promouvoir la production d'énergie renouvelable et de gérer le vieillissement du parc nucléaire. Et c'est donc dans ce contexte que des négociations sont en cours avec la Commission européenne. Tout ceci, vous le comprendrez, suscite des interrogations parmi nous. Et aussi, Monsieur le Président Directeur Général, je vous cède la parole sans plus tarder pour que vous nous donniez votre analyse sur tous ces sujets et les divers enjeux soulevés par le projet Hercule. Merci Madame la Présidente. J'espère que vous m'entendez bien, aussi bien… On vous entend très bien. Très bien, parfait. Donc, je voudrais saluer à nouveau vous-même, Madame la Présidente et Monsieur le Président Lescure, saluer également Mesdames et Messieurs les députés qui m'écoutent et vous dire que je vais, vous en doutez, vous parler d'Hercule et je voudrais quand même profiter de cette audition. La dernière fois que j'étais venu, c'était en décembre 2019, ça fait donc 14 mois. Pour vous dire quelques mots de notre contexte, je serai bref, et puis nous avons, je crois, 2 heures pour traiter d'Hercule et sous toutes ses facettes. Évidemment, ce qui a marqué EDF depuis décembre 2019, c'est le choc incroyable de la crise sanitaire et des confinements successifs. Et vous l'aurez remarqué, EDF s'est mobilisé, tous les salariés d'EDF se sont mobilisés, j'en profite pour leur rendre hommage devant vous, pour que, à chaque instant, par leur présence dans les unités de production, sur le parc nucléaire, le parc hydraulique, le parc thermique, les activités renouvelables aussi, les salariés assurent leur mission. L'entreprise a
permis aux ménages, aux services publics, et en particulier les services de santé, toutes les collectivités territoriales ou nationales, les entreprises de toute nature, l'ensemble des Français, finalement, n'a jamais manqué d'électricité. Dans le même temps, les salariés d'Enedis sur le terrain se sont mobilisés pour le bon fonctionnement des réseaux. Ceux de nos salariés qui sont au contact des clients ne pouvaient plus aller sur leur lieu de travail. Et à la mi-mars, en 2 jours, nous avons installé environ 5000 postes de travail numérique, des ordinateurs personnels, pour que les personnes d'EDF en charge des relations avec la clientèle puissent répondre aux clients qui les appellent depuis chez eux. Je souligne que ces 5000 salariés sont tous en France. Vous savez que chez beaucoup de nos concurrents, ils sont principalement dans des pays à bas salaire. Ce n'est pas le cas. Tous nos salariés au contact des clients vivent en France, comprenaient parfaitement la situation de confinement, la vivaient par eux-mêmes. Et je dois vous dire que ceci s'est accompagné d'une très grande satisfaction telle que nous la mesurons dans les enquêtes d'opinion auprès de nos clients. Le confinement généralisé, les frontières qui ont été fermées ont aussi perturbé les transports de pièces détachées. Mais finalement, tout a bien fonctionné. EDF a montré une grande résilience. Les salariés, je le disais, ont répondu présents. Et finalement, personne n'a manqué d'électricité, ce qui nous rappelle à tous que l'électricité fait partie des services essentiels dont tout pays a besoin. Bien sûr, la crise a un coût pour le groupe EDF. On chiffre le manque à gagner en matière de chiffre d'affaires à environ 2 milliards d'euros. Mais au-delà de ce chiffre, qui est déjà important, le planning de maintenance de notre parc de production, essentiellement le parc nucléaire, a dû être adapté aux circonstances, puisque de nombreux chantiers ont été arrêtés en mars. La production nucléaire 2020 a chuté. Et finalement, elle a été d'environ 335 TWh, c'est-à-dire 12% de moins que notre objectif initial. Et cette désorganisation de nos programme de travaux, cette désorganisation va se faire sentir non seulement sur l'année 2020, sur l'hiver 2020-2021, mais également sur les 2 années suivantes. Nous avons donc tout fait pour que le passage de l'hiver, qui suscite toujours une attention particulière, soit réussi. Nous sommes témoins actuellement, nous vivons actuellement la 2e vague de froid de l'hiver après celle du mois de janvier. Actuellement, la consommation d'électricité est revenu à son niveau normal et malgré les perturbations créées par la crise sanitaire dans notre programme de disponibilité des centrales nucléaires, vous voyez que cette semaine qui est très froide, eh bien l'électricité est disponible et RTE, qui est en charge de cela, nous confirme qu'ils n'ont pas d'inquiétude particulière pour cette semaine ni pour la semaine prochaine. Et donc, nous sommes tous rassurés sur le fait que les conséquences de la crise sanitaire sur la disponibilité de l'électricité ne seront pas visibles de la part des 67 millions de Français. Cette crise nous rappelle donc les valeurs de l'entreprise, avec une capacité formidable de mobilisation des salariés sur tous les territoires de la République, sans oublier les territoires éloignés de la métropole, les territoires d'outre-mer, mobilisation au service des besoins essentiels du pays. Notre stratégie n'est pas modifiée par la crise sanitaire. Il y a 6 ans, à mon arrivée, j'ai fixé puis mis en œuvre la stratégie CAP 2030 d'EDF et nous voulons bien être le champion français et européen de la neutralité carbone. En mai dernier, l'Assemblée générale d'EDF a adopté notre raison d'être en application de la loi Pacte. Cette raison d'être, elle est désormais inscrite dans les statuts de l'entreprise. Nous sommes donc engagés à construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Nous déployons notre stratégie au quotidien, je vais être très bref, mais je voudrais souligner que nous multiplions les offres innovantes à nos clients. D'abord pour rénover leur logement, c'est en pleine actualité avec la loi qui a été adoptée hier par le Conseil des ministres et qui sera bientôt dans vos mains.
pour rénover leur logement, les Français ont besoin de remplacer leurs chaudières fossiles, chaudières fioul ou chaudières gaz, par des pompes à chaleur qui consomment 3 fois moins d'énergie et n'émettent pratiquement pas de CO2. Les Français peuvent aussi, grâce aux applications permises par le compteur numérique Linky, optimiser leur consommation et nous avons mesuré à 12% les économies que les ménages, les particuliers qui sont attentifs aux messages que nous leur envoyons sur l'application Équilibre, 12% d'économies pour des ménages attentifs à leur consommation par rapport à ceux qui ne le sont pas. Nous avons aussi à décarboner des sites industriels, c'est le rôle de Dalkia, et à nous positionner sur l'hydrogène bas carbone. Nous avons pris une participation stratégique dans une entreprise française d'électrolyseurs située dans la Drôme qui s'appelle McPhy. Nous avons aussi créé une filiale détenue en propre qui s'appelle Dynamix pour mettre en œuvre des solutions hydrogène. Enfin, nous sommes très actifs dans le développement de la mobilité électrique en équipant en bornes de recharge tous les lieux qui ont besoin de l'être. Et sur le marché des bornes de recharge publiques, nous estimons que notre filiale Easyvia a environ 25% du marché français et est numéro 1. À travers ces offres, nous démontrons que nous sommes l'acteur de référence des 2 grands vecteurs de la lutte contre le réchauffement de la planète. Premièrement, l'électricité décarbonée, qui se substitue au gaz, au charbon et au pétrole. Et deuxièmement, la sobriété dans la consommation. Côté production, nous avons acquis une position de leader dans la filière émergente de l'éolien en mer et nous soutenons par des commandes le développement d'une capacité manufacturière sur le territoire français. En particulier, 3 usines ont été construites ou vont l'être, respectivement à Saint-Nazaire, Cherbourg et au Havre. Nous rénovons des installations hydrauliques qui le méritent. Par exemple, nous avons inauguré il y a quelques mois une installation totalement rénovée en Isère sur la commune de Gavet. Nous innovons aussi en lançant une grande ferme solaire flottante sur une retenue d'eau, sur un lac, dans les Hautes-Alpes, une installation de 20 MW. Le nucléaire bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt dans de nombreuses régions du monde, à la suite notamment des travaux du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Notre ambition, c'est d'y être le leader occidental et nous remarquons l'intérêt de nombreux pays pour la technologie française, comme l'Inde, la Pologne, la République tchèque, et aussi la confiance renouvelée de notre client, le Royaume-Uni, à l'égard du groupe EDF. Pour redonner confiance à une filière nucléaire qui a souffert ces dernières années, nous mettons en œuvre le programme Excel de redressement des compétences dans la filière pour qu'elle soit prête le jour où les pouvoirs publics décideront ou pas d'engager la construction de nouveaux réacteurs EPR en France. Quelques mots de l'international. Nous sommes aussi en mouvement à l'international. Nous gagnons des appels d'offres dans le monde entier, dans de nombreux domaines, dans des marchés très concurrentiels, au Moyen-Orient, aux États-Unis, au Royaume-Uni, j'en parlais. Et à titre d'exemple, nous installons plusieurs millions de compteurs communicants en Inde, ou bien nous alimentons Microsoft et Google aux États-Unis grâce à notre savoir-faire en matière d'énergie éolienne et photovoltaïque. Notre conviction est que cette stratégie que je viens de rappeler, centrée sur la neutralité carbone, notre stratégie est la bonne. Et nous voyons que ce sont les autres groupes énergétiques, ceux qui viennent en particulier du monde des hydrocarbures, qui se déplacent sur notre terrain, on le voit quotidiennement. Alors pourquoi, si la stratégie est la bonne, pourquoi avons-nous besoin de la réforme Hercule? Eh bien parce que le déploiement de cette stratégie, le cœur de notre développement, est gravement entravé par le niveau de la dette que nous avons accumulé depuis des années, du fait principalement de la régulation de l'AREN, et que nous avons besoin d'investir pour rester un champion français, européen et mondial. Ma conviction, c'est que nous pouvons faire cette réforme indispensable en conservant un groupe intégré et un groupe ambitieux. Alors, quels sont les principaux objectifs de cette réforme que nous appelons Hercule? Le principal enjeu, je viens de le dire, c'est de mettre fin à l'AREN. L'AREN est un poison. En 10 ans, l'AREN a directement contribué à faire d'EDF un acteur surendetté. Nous sommes l'un des plus gros emprunteurs de la zone euro et sans la présence de l'État au capital, nous ne pourrions plus continuer
notre programme d'investissement, car nous avons été dégradés 5 fois par les agences de notation. Et pour ne pas arrêter ces investissements, nous avons dû, au-delà du soutien de l'État, céder ces dernières années pour plus de 10 milliards d'euros d'actifs et être recapitalisés à plusieurs reprises. Le mécanisme de l'Arenh, il est fondé sur la volonté de mettre en place un système déséquilibré, un système injuste. Pourquoi? Eh bien parce que l'Arenh s'est directement subventionné les concurrents d'EDF. L'Arenh s'est exposé EDF sans limite aux prix de vente les plus bas, quand les prix sont bas, et s'est imposé à EDF de vendre sa production nucléaire à un prix plafonné lorsque les prix de marché sont élevés. Ce prix plafonné ne couvre pas les coûts du parc de production, il n'a même pas été réévalué depuis 10 ans, pas même de l'inflation. Il est donc indispensable de mettre fin à l'Arenh dès que possible, de substituer à l'Arenh un nouveau mécanisme équitable de régulation de la production nucléaire de notre parc. Ce mécanisme doit être stable, symétrique, c'est-à-dire qu'il traite tout le monde de la même manière, pérenne, et il doit bien sûr permettre de rémunérer le parc nucléaire à sa juste valeur. C'est l'objectif numéro 1 de la réforme, c'est un objectif partagé par le gouvernement qui, comme vous le savez, négocie les modalités de cette nouvelle régulation avec la Commission européenne. Madame la ministre Barbara Pompili vous en parlait ici même il y a quelques jours. Cette nouvelle régulation nucléaire, je vous l'ai dit, elle est nécessaire pour préserver toute la filière nucléaire française, qui est elle-même une pièce essentielle de la stratégie bas carbone de notre pays. Le deuxième objectif de la réforme, c'est de donner au groupe EDF les moyens de se développer dans la transition énergétique. Bien sûr, le nucléaire et l'hydraulique vont rester pour longtemps les fondements essentiels de notre mix décarboné. Mais chacun voit que la croissance s'effectue principalement par les infrastructures nouvelles d'énergie renouvelable, telles que l'éolien à terre, l'éolien en mer, le solaire, soit par de grandes fermes au sol, soit par des installations plus petites en toiture, et puis bien sûr par les réseaux de chaleur dans les villes, qui recyclent les ordures ménagères ou les déchets industriels. Mais cette croissance, dans le monde décarboné que nous avons à construire, il ne faut pas oublier celle qui est nécessaire dans notre réseau de distribution, qui doit acheminer l'énergie créée par des centaines de milliers d'installations intermittentes et accompagner l'électrification des usages, par exemple dans le domaine des transports. À cet égard, je souligne que ces dernières années, les investissements d'Enedis sont en forte augmentation, puisqu'entre 2015 et aujourd'hui, les investissements d'Enedis ont augmenté de 30%. Les caractéristiques de la transition énergétique nécessitent aussi des investissements pour résoudre des problèmes difficiles, comme la gestion de l'intermittence, qui va nécessiter de développer des moyens de stockage, soit par batterie, soit par des steppes hydrauliques. Nous avons aussi à accompagner le développement progressif de la production d'hydrogène bas carbone pour des applications dans l'industrie et dans les transports lourds. Dans tous ces domaines qui sont nombreux, qui sont très évolutifs, pour accompagner donc la décarbonation de notre pays de façon concrète, nous devons être un acteur engagé, un acteur qui puisse consacrer à ces sujets des investissements importants. Nous nous devons aussi d'être présents, d'être à l'affût des innovations partout dans le monde. Cet enjeu, c'est aussi, quand on se compare, d'éviter le déclassement d'EDF par rapport aux grands groupes européens qui affichent dès aujourd'hui des moyens très supérieurs aux nôtres. Et avec ces moyens, ils ont des rythmes de développement très supérieurs aux nôtres. De ce fait, nous étions les premiers, mais nous ne le sommes déjà plus. Beaucoup de groupes européens qui se sont lancés sans les entraves que nous avons dans la transition énergétique peuvent annoncer des objectifs à 10 ans très supérieurs à ce que peut envisager EDF dans sa configuration actuelle. Le troisième objectif stratégique de la réforme, c'est la sécurisation des concessions hydroélectriques. Depuis 20 ans, pèse sur le modèle d'exploitation de nos barrages une menace née de la directive concession qui a été approuvée dans le cadre de l'Union européenne à la fin des années 90. Ce
qui est prévu, c'est la mise en concurrence de ces concessions au moment où elles expirent. Ceci conduirait, si c'était mis en œuvre, à démanteler progressivement la cohérence de notre parc hydraulique qui a été construit depuis un siècle. Notre perception, qui est, je crois, largement partagée par les très nombreux utilisateurs de l'eau et par les collectivités locales, c'est que la traduction de la directive européenne de 1998 porte en germe une désoptimisation du productible hydraulique et un appauvrissement des vallées concernées. Nous sommes dans un contexte où le changement climatique crée des effets de plus en plus visibles sur la gestion de l'eau et ce contexte climatique accroît notre préoccupation sur l'importance d'une gestion optimisée de l'eau. Nous voulons préserver et développer l'hydraulique. L'hydraulique est une énergie pilotable et verte, riche en emplois qualifiés. Elle entraîne derrière elle l'activité économique de nombreuses régions à caractéristiques montagneuses. Alors, comment atteindre ces trois objectifs stratégiques et où en est-on dans la négociation? C'est bien sûr l'État qui mène les négociations avec la Commission européenne. EDF est en contact étroit et permanent avec l'État. Et je me réjouis de l'excellent alignement, de la très bonne coordination qu'il y a entre l'État et EDF. La ministre, Madame Barbara Pompili, a rappelé la semaine dernière devant vous-même que des lignes rouges ont été fixées. Elles ont été fixées, bien sûr, en coordination étroite avec l'entreprise EDF, et je me permets de vous les rappeler de façon très ferme et très claire. Premièrement, le groupe EDF doit rester un groupe public intégré, ce qui veut dire un groupe où il n'existe qu'une seule stratégie, où les différentes entités ne se font pas concurrence, mais où au contraire elles coopèrent. C'est un groupe où les salariés peuvent circuler d'une entité à l'autre pour développer leur potentiel et progresser. C'est aussi un groupe où des fonctions mutualisées apportent efficacité, créativité et économie d'échelle. Et s'agissant plus particulièrement d'EDF, un groupe intégré, c'est un groupe qui conservera sa marque. EDF est une marque magnifique, et où le statut des salariés qui bénéficient des industries électriques et gazières, les IEG, ne sera pas remis en cause. Pardon. Le caractère intégré du groupe EDF est bien sûr une des clés du succès du modèle énergétique français. Notre positionnement stratégique nous amène à être présents sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l'électricité et à couvrir toutes les filières de production ainsi que les services les plus innovants. Nous estimons que ce modèle intégré est un véritable atout pour la France et il doit impérativement être conservé. Nous devons également garantir que le prix de la future régulation nucléaire couvre correctement nos coûts et rémunère correctement les investissements du parc existant. Enfin, le groupe EDF, à l'issue de la réforme, doit disposer des moyens de se développer dans tous les métiers de la transition énergétique pour rester un acteur de premier plan, pour éviter ce déclassement dont je parlais à l'instant. Et comme l'a déclaré la ministre Pompili, un accord qui ne répondrait pas à ces objectifs ne serait pas acceptable. Aujourd'hui, vous le savez, la négociation est toujours en cours. J'avais décrit devant vous fin 2019 les grandes lignes du projet. Je vais y revenir brièvement. Ce projet repose sur une réorganisation du groupe EDF, du groupe intégré EDF, en deux parties. Ces deux parties sont complémentaires, elles ne sont jamais concurrentes. Elles bénéficient chacune d'actifs homogènes et d'objectifs stratégiques clairs. Ces deux entités seraient premièrement un ensemble que l'on appelle EDF Bleu, regroupant la production nucléaire et thermique, la production hydraulique française étant transférée à une quasi-régie, détenue à 100% par Bleu. Et la deuxième entité serait ce que l'on appelle EDF Vert, regroupant la distribution, les services et le commercial, les renouvelables et l'international. Le premier ensemble, celui d'EDF Bleu, c'est le monde de la production centralisée. Le deuxième ensemble, c'est le monde de la production décentralisée. Pour le nucléaire dans EDF Bleu, l'enjeu primordial, c'est la nouvelle régulation pour le parc nucléaire existant. Comme je le disais, le mécanisme retenu doit être symétrique contrairement à l'Arenh. Il devrait prendre la forme d'un prix fixe
qui sera accessible à tous les commercialisateurs dans les mêmes conditions. Le niveau de prix est en négociation, mais il faudra qu'il couvre effectivement les coûts du parc nucléaire existant et les investissements passés et futurs de ce parc nucléaire, contrairement à l'Arenh actuelle, dont le niveau, de toute évidence, est insuffisant. Pour l'hydraulique, nous avons trouvé une voie pour protéger notre patrimoine hydraulique, c'est la voie dite de la quasi-régie. La quasi-régie est une forme de société autorisée par une directive européenne récente, détenue à 100% par le secteur public, directement ou indirectement, une forme de société qui est très proche de l'État dans sa gouvernance et qui permet une exception au droit européen des concessions. Ce modèle juridique comporte de nombreuses spécificités, notamment de gouvernance, mais permet la détention totale de la quasi-régie par EDF Bleu, par le groupe intégré EDF. Cette nouvelle organisation donnerait bien sûr plus de moyens au groupe EDF pour investir et pour accompagner ses clients dans la transition énergétique à travers sa filiale contrôlée EDF Vert. Cette société EDF Vert bénéficiera de financements propres et pourra se développer beaucoup plus rapidement pour faire du groupe intégré EDF un véritable acteur de premier plan de la transition énergétique. La croissance de nos activités dans la transition énergétique, après la réforme, serait très supérieure à la situation actuelle et nous permettrait de rattraper le retard que nous avons pris sur plusieurs grands groupes européens. Bien évidemment, EDF Vert resterait dans le secteur public et serait détenu très majoritairement par Bleu. EDF Vert devra inclure Enedis de façon à avoir d'un côté un distributeur régulé puissant et de l'autre côté des activités renouvelables, commerciales et de services. Ce modèle de coexistence du distributeur et des activités renouvelables et commerciales est le modèle retenu par nos grands concurrents européens, Iberdrola, l'espagnol, et Enel, l'italien notamment, deux groupes qui sont passés devant EDF ces dernières années. Je souligne que le réseau de distribution est un vecteur essentiel de la transition énergétique. Pour Enedis, le rattachement à EDF Vert, centré sur la mise en œuvre de la transition énergétique qui est par nature décentralisée, ce rattachement confortera ses missions de service public au bénéfice direct des territoires et en lien étroit avec les autorités concédantes. Enedis serait en fait la filiale à 100% d'EDF Vert, exactement de la même manière qu'Enedis est aujourd'hui la filiale à 100% d'EDF. Ce seraient les mêmes missions de service public garanties par la loi. Ça serait aussi la même indépendance de gestion d'Enedis sous le contrôle de notre régulateur sectoriel, la Commission de régulation de l'énergie. Et bien entendu, la péréquation tarifaire à laquelle nous tenons tous, cette péréquation tarifaire sera maintenue. Ma conviction est que cette réforme est une vraie opportunité de développement pour le groupe EDF, au service de la neutralité carbone et de la transition énergétique. Je voudrais terminer ce propos introductif en vous donnant juste un chiffre simple. Jusqu'à présent, nous avons visé une capacité renouvelable pour le groupe EDF de 50 gigawatts à l'horizon 2030. 50 gigawatts de capacité renouvelable visée à l'horizon 2030. Les calculs que nous avons faits montrent que si la réforme Hercule peut se mettre en place, nous pourrons viser 100 gigawatts, le double de capacité renouvelable pour EDF. C'est donc un rapport du simple au double qui sépare le statu quo et la mise en place de la réforme à laquelle nous travaillons. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs. Et si vous le voulez bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vais répondre aux questions de vous-même et de vos collègues députés. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Alors, je vais donner la parole aux orateurs de groupe dans un premier temps, puis tout de suite donner la parole à Anthony Sellier pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, EDF nous permet de bénéficier d'une énergie électrique toujours disponible, compétitive et parmi les plus décarbonées au monde, vous l'avez rappelé tout à l'heure, grâce notamment à son parc nucléaire et hydraulique. Cela, nous le devons à des femmes et des hommes qui ont pensé et inscrit le groupe EDF dans un temps long. Ce grand groupe que vous avez le privilège de diriger arrive à un moment charnière de son histoire, vous nous l'avez rappelé. La fin de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique en 2025, un dispositif complètement asymétrique, les objectifs de diversification du mix électrique en 2035,
des investissements nécessaires pour conserver sa place sur des nouveaux marchés, notamment ceux des énergies renouvelables, des investissements indispensables pour moderniser son parc nucléaire, un contentieux sur les concessions hydrauliques qui n'a que trop duré et qui ne permet pas des investissements là aussi nécessaires. Tous ces enjeux qu'EDF doit relever et les discussions qui en découlent, nous devons les aborder avec rigueur, fermeté et sang-froid. C'est en ce sens que nous échangeons avec la Commission européenne, au travers notamment du projet dit Hercule. C'est un nom qui a permis à quelques collègues de nous faire la démonstration de leur connaissance en mythologie, mais pas forcément de leurs compétences en matière de stratégie énergétique, mais peu importe. Peu importe le nom, Monsieur le Président, il en va du devenir de l'entreprise d'EDF et des femmes et des hommes qui la composent et de notre souveraineté énergétique. Voici donc mes questions. Le passage en EDF Bleu détenu à 100% par l'État va-t-il permettre aux consommateurs de bénéficier d'une énergie électrique compétitive et d'assurer la modernisation de notre parc nucléaire? En quoi la fin de la mise en concurrence des concessions hydrauliques et donc le passage en EDF Azur détenu à 100% par EDF Bleu va-t-il permettre des investissements nécessaires? Et si oui, quel type d'investissement, quel montant? Par ailleurs, en parlant de capital, dans quelle mesure la structure verte sera détenue par Bleu? Quel sera le lien capitalistique entre les deux filiales? Enfin, et j'y tiens particulièrement, comment allez-vous associer les salariés du groupe EDF dans cette transformation et nous donner l'assurance d'une garantie du service public qui s'y rattache, que vous habitiez à Paris, dans le Gard ou dans la vallée de la Vésubie, et qui donne à chacun l'accès à une électricité toujours disponible, décarbonée et compétitive? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Julien Aubert pour Les Républicains. Bonjour, Monsieur le Président. Mon collègue tout à l'heure nous a parlé de mythologie. Beaucoup parlent d'Hercule. J'ai des fois l'impression que nous sommes plutôt taisés dans un labyrinthe à redouter le Minotaure. Et ce Minotaure, il a plusieurs formes. D'abord, évidemment, le sujet d'Enedis. Vous nous avez expliqué la cohérence qu'il y avait à mettre Enedis avec un EDF vert qui se ressemblerait à une énergie décentralisée. En soi, déjà, la distinction pourrait être critiquée parce que l'éolien, par exemple, est une énergie qui est effectivement sur les territoires, mais elle ne profite pas au local. Elle est ensuite redispatchée sur tout le territoire, comme pourrait l'être une centrale nucléaire. Ma première question serait, est-ce que la France ne devrait pas plutôt se battre pour modifier la taxonomie européenne, intégrer le nucléaire aux autres énergies décarbonées et par conséquent cesser finalement cette distinction qui mettrait le nucléaire à part alors qu'elle participe à la décarbonation de l'économie? Deuxièmement, en matière de cohérence, quelle est la cohérence en termes de réseau de laisser RTE du côté bleu et d'Enedis du côté vert, en sachant que la valorisation d'Enedis vient d'un monopole légal délégué par des collectivités locales et qu'elle va donc se retrouver dans une structure concurrentielle qui vendra l'électricité et la distribuera avec possiblement peut-être un positionnement compliqué à trouver par rapport à ses concurrents. À côté de ce sujet d'Enedis, le statut de la quasi-régie, mais pourquoi diable n'y avait-on pas pensé avant? Car depuis que je suis député, nous nous creusons la tête pour savoir comment nous allons échapper aux règles de la concurrence. Et donc, c'est ce Deus ex machina de la quasi-régie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'a pas été soulevé plus tôt et en quoi il permettrait efficacement et assurément d'échapper au sujet? Madame le ministre Barbara Pompili nous a également dit qu'en cas d'échec de la négociation, le gouvernement et EDF réfléchissaient à un plan B. Malheureusement, elle n'a pas été en capacité de nous révéler ce plan B. Pourriez-vous nous dire quelles sont les pistes au cas où la négociation achopperait sur vos lignes rouges? Enfin, ma dernière question par rapport à l'arrêt, vous avez bien expliqué que c'était un poison. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu sortir tout simplement de ce dispositif sans essayer de le moderniser, quitte à céder sur d'autres points, comme par exemple les TRV, et en considérant qu'il faudrait mettre fin aux TRV et avoir gardé EDF aujourd'hui, mais dans une logique peut-être tout simplement de marché en conformité avec les directives actuelles? Merci beaucoup. Frédéric Tufnel pour le groupe MoDem.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, les deux entités EDF Bleu et EDF Vert permettront, comme vous l'avez présenté, à EDF de sortir de l'endettement, d'entretenir son parc nucléaire tout en investissant massivement dans le développement des énergies renouvelables. Ce projet d'ampleur reçoit l'assentiment du groupe des démocrates, mais nous interroge également sur plusieurs points. Actuellement, EDF vend une partie de sa production d'électricité d'origine nucléaire à ses concurrents à un prix fixe trop bas, à 42 € par mégawattheure, inchangé depuis 2012, un prix qui, donc, est bien en dessous de la valeur sur le marché européen. Comment modifier le système de l'Arenh, dont on parle beaucoup et vous venez nous en parler, mais qui influe sur le calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité, et comment peser moins sur le portefeuille des ménages? Nous pensons que c'est ici tout l'enjeu de la transition écologique, faire en sorte que le prix de l'électricité ne soit plus dicté par le cours des matières premières fossiles, par le prix du gaz, par le prix du carbone, alors même que notre électricité serait décarbonée. Autre sujet, la régulation des concessions hydroélectriques. Notre eau bleue est en fait verte. Nous parlons beaucoup, lorsque l'on évoque la transition écologique, du vent et du soleil, mais les barrages ne polluent pourtant pas ou peu, et ils ont l'avantage d'être pilotables. L'eau produit environ 12,5% de l'électricité consommée en France et c'est la deuxième source de cette énergie derrière le nucléaire. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter la sécurisation française de ces concessions via justement, vous en avez parlé, mais de la quasi-régie? Ceci précisé, un point attire notre vigilance qui tient à ce que l'ouverture du capital d'EDF Vert à hauteur de 35% concernant des énergies renouvelables subventionnées par l'État, donc des revenus assurés, garantisse en contrepartie une certaine sécurité d'engagement de l'actionnariat privé. Elle fait craindre que des logiques d'actionnaires prennent le pas sur celle de l'intérêt général, qui doit normalement préciser à une activité aussi essentielle que l'alimentation d'électricité de nos territoires. Alors, comment allez-vous sécuriser l'actionnariat? Je vous remercie. Merci beaucoup. Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste et apparenté. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, vous nous alertez régulièrement sur les difficultés que connaît aujourd'hui le modèle économique d'EDF et le gouvernement propose le plan Hercule pour y remédier. Le constat peut être partagé, je pense, sur le fait que les difficultés principales d'EDF sont liées à une sous-capitalisation et à la sous-rémunération du nucléaire qui découle du mécanisme pervers de l'Arenh que vous définissez vous-même comme poison. Aujourd'hui, les fournisseurs alternatifs sont sur le marché. L'objectif attendu du dispositif de l'Arenh est donc atteint. Très peu d'investissements sur les outils de production ont eu lieu. Faut-il véritablement maintenir l'Arenh aujourd'hui? Au regard des besoins d'investissement de plusieurs milliards d'euros pour les années à venir, pensez-vous vraiment que la réorganisation Hercule permettra à EDF de disposer de ressources suffisantes, sachant qu'Enedis sera majoritairement détenu par la puissance publique pour conserver son monopole légal? Le cadre posé, finalement, pour élaborer un plan de réorganisation de l'entreprise est tellement enfermé dans des contraintes à la fois européennes, mais aussi du gouvernement, que garder un modèle intégré, garantir un prix rémunérateur du nucléaire et sanctuariser l'hydroélectricité dans un domaine totalement public est une équation extrêmement délicate et pas du tout assurée de succès au regard des difficultés de négociation avec la Commission européenne. Madame la ministre Pompili nous a d'ailleurs indiqué la semaine dernière avoir engagé une réflexion sur un plan B. En connaissez-vous les pistes et surtout, quel serait, vous, Monsieur Lévy, votre plan B? Enfin, l'engagement de l'entreprise historique et de façon plus conjoncturelle renforcée pendant la crise Covid est aux yeux de tous les Français, garde son image de service public. Les salariés y sont très attachés, ils doivent, comme les parlementaires d'ailleurs, y être associés du plus près possible. Pour finir, est-ce qu'une entreprise à mission pourrait être une piste de réforme, selon vous, dans le cadre du plan B? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Antoine Herth pour le groupe Agir Ensemble. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, le 25 janvier dernier, l'action d'EDF a dévissé de 18% suite à un article paru dans la presse économique relatant les tensions avec Bruxelles sur le projet Hercule. C'est dire qu'il y a besoin de faire de la pédagogie autour de ce projet et je vous remercie pour vos explications que j'ai trouvées pour ma part très claires et très intéressantes lors de votre propos liminaire. J'ai plutôt un
préjugés favorables vis-à-vis de ce projet. D'une part, parce que les enjeux du nucléaire sont tels qu'il faut clairement adosser l'opérateur EDF dans cette activité à l'État français, que d'autre part, la distribution a tout à gagner à s'ouvrir au monde de la concurrence, enfin que le développement des énergies renouvelables nécessite une impulsion très forte d'EDF qu'il ne peut pas produire dans sa structure actuelle. Alors, nous avons compris que l'un des points de discussion difficile avec la Commission européenne, c'est cette question de l'ARED. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous lister les points qui font débat? Je voudrais également vous interroger sur RTE. Le transport de l'électricité est très important parce que voilà, l'électricité, dès qu'elle est produite, elle doit être consommée et ne peut malheureusement guère se stocker à ce stade. En revanche, le modèle économique d'RTE doit évoluer. Nous avions par le passé plusieurs auditions des dirigeants d'RTE à ce propos, notamment parce qu'il ne s'agit plus seulement de transporter l'électricité, mais aussi d'avoir des raccordements avec des entités qui autoconsomment. Que pouvez-vous nous dire sur ce point en particulier? L'hydroélectricité, autre sujet que j'aimerais effleurer. Vous savez que le Rhin est un fleuve riche en hydroélectricité, pour partie partagée avec l'Allemagne. En quoi cela peut-il influer sur ce projet de quasi-régie que vous nous avez exposé? Et d'autre part, cette quasi-régie aura-t-elle d'autres relations qu'actuellement avec les collectivités riveraines? Je sais par comparaison que la Compagnie nationale du Rhône reverse de très belles subsides aux collectivités, ce qui n'est pas le cas à la même hauteur pour les collectivités mitoyennes du Rhin. Autre sujet rhénan, la déconstruction de Fessenheim. Nous vous avions interrogé déjà sur ce sujet. Vous nous aviez parlé d'un projet d'un centre franco-allemand de déconstruction et de traitement des déchets d'installations nucléaires. Je crois comprendre que le projet n'a pas pu avancer dans cette direction-là. Est-ce qu'il a évolué depuis notre dernière rencontre? Enfin, une question que j'ai déjà posée à la ministre, que je vous repose à vous, puisque vous êtes directement acteur de ce projet, à savoir Hinkley Point. Le Brexit est là. C'est une réelle tectonique des plaques en termes géopolitiques. Madame Pompili nous dit que ça n'a aucun impact sur le projet Hinkley Point, dont acte. Comment avez-vous fait pour sécuriser Hinkley Point par rapport à cet événement important qu'est le Brexit? Voilà les quelques sujets que je voulais vous soumettre. Merci. Merci beaucoup. Sylvia Pinel pour le groupe Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Alors qu'EDF est le garant de notre souveraineté énergétique et le moteur de la transition énergétique, le projet Hercule nous inquiète. Nous craignons en premier lieu une perte d'efficacité d'EDF en raison de la séparation de ces différentes entités. Une industrie en réseau, telle que la production d'électricité, nécessite un rééquilibrage permanent et gagne à mutualiser ses compétences et ses services. Or, le projet Hercule s'attaque précisément à ces synergies vertueuses. Ne craignez-vous pas qu'en persévérant dans la voie du saucissonnage, l'activité d'EDF perde en qualité et sacrifie l'intégration du groupe ainsi que la péréquation tarifaire? S'agissant des emplois, je veux répéter notre attachement au statut des personnes des industries énergétiques et gazières. Ne pensez-vous pas que le contexte de concurrence accrue induit par le projet Hercule portera nécessairement préjudice au maintien sur le long terme d'un statut particulier et à ses spécificités? Certains redoutent une privatisation des réseaux et une remise en cause du monopole de distribution d'Enedis si les capitaux privés étaient amenés à croître au sein d'EDF Vert territorial et des syndicats départementaux d'énergie sur l'entretien des réseaux. Je veux évoquer la question de la filière nucléaire et l'épineuse question de l'Arenh, que vous avez qualifiée de poison. Au-delà d'une augmentation du tarif de l'Arenh, quelles sont vos propositions pour refonder le dispositif? Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d'un service d'intérêt économique général européen qui tienne compte de l'ensemble des services apportés par le nucléaire français? Sinon, pouvez-vous nous indiquer quel serait votre plan B?
Concernant la mise en concurrence des activités des barrages hydroélectriques au sein d'EDF Azur, la ministre de la Transition écologique a évoqué la possibilité de recourir à la quasi-régie, comme vous l'avez d'ailleurs fait cet après-midi. Cette piste, préférable à une libéralisation du secteur, ne répond pas pour autant à toutes les préoccupations. Se pose également la question de la vente de l'énergie produite. Sera-t-elle soumise aux fluctuations du prix du marché? Et qu'adviendra-t-il des sites nucléaires qui ont besoin de l'hydraulique pour refroidir les réacteurs? Je pense notamment à la centrale de Golfech située dans ma circonscription. Pouvez-vous enfin me dire quelques mots sur les opérations de grand carénage? Les délais seront-ils tenus en raison de la crise du Covid-19 et des difficultés ont-elles été identifiées par rapport aux emplois et aux compétences? Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur les mesures visant à favoriser le dialogue social au sein du groupe afin d'éviter que la situation ne s'envenime? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Guy Bricout pour le groupe UDI indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Où en est-on aujourd'hui des négociations à Bruxelles sur la réforme d'accès régulé au nucléaire historique à Rennes? Quels sont les points d'achoppement dans ces négociations qui paraissent particulièrement tendues? Le gouvernement a démenti le fait que la présidente de la Commission européenne ait demandé encore 6 mois de négociations à la France. Nous le confirmez-vous et pensez-vous envisageable que cette réforme soit menée à bien avant la fin du quinquennat? En attendant, pourriez-vous nous dire combien ce flou artistique, ces incertitudes ont jusqu'à présent coûté à EDF qui a vu son cours, comme il a été dit, dégringoler en bourse le 25 janvier dernier? Avez-vous instauré un dialogue en interne avec vos représentants du personnel, avec les syndicats? Il semble en effet que la concertation ait fait cruellement défaut depuis le lancement de ce dossier et les parlementaires eux-mêmes ont été tenus à l'écart durant des mois. Comment expliquez-vous que vous n'ayez mis en place aucune concertation avec les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d'électricité? Quid si jamais le projet Hercule aboutissait de la place qui serait laissée aux autorités locales? Quel impact sur la qualité du service assuré aujourd'hui à nos concitoyens? Enedis, à l'heure actuelle, dépanne même en pleine nuit, et on le voit en ce moment dans le midi, quel que soit le problème rencontré. Qu'en sera-t-il demain de ce service public auquel nous sommes tous attachés? Quelle incidence aura le projet Hercule sur le prix de l'électricité alors que l'on s'engage dans des années post-crise qui vont être particulièrement difficiles économiquement pour nombre de nos concitoyens? Ne court-on pas encore le risque d'une augmentation importante du coût de l'électricité et d'un nouveau creusement des inégalités entre territoires? Les ruraux ne risquent-ils pas de payer plus que les urbains en raison du coût plus élevé de l'entretien de leur réseau? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Adrien Quatennens pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président, Directeur Général. Permettez-moi de commencer par vous dire qu'il y a une poignée d'années avant d'être élu député, je travaillais comme conseiller clientèle à EDF Entreprises et donc ma place était en quelque sorte privilégiée pour apprécier le caractère absurde de l'ouverture à la concurrence, ses effets délétères et surtout les pratiques commerciales plus que douteuses des concurrents d'EDF pour lui faire perdre des parts de marché. Je me suis retrouvé une fois interrogé par un client boulanger sur le dispositif AREN, dont il avait lu un article dans la presse et n'y comprenait absolument rien. Et je lui ai résumé les choses ainsi. Je lui ai dit, monsieur, c'est vous, comme si vous qui produisiez votre pain, vous avez investi dans vos équipements, votre fournil. C'est comme si demain, en vertu de la concurrence, la Commission européenne vous imposait à donner une part de votre production de pain à un boulanger qui, lui, n'a pas de fournil pour que la concurrence puisse se faire. Il trouvait ça absurde et je ne pouvais pas m'empêcher de lui donner raison. Monsieur le Président, du point de vue du citoyen, quelle justification y a-t-il aujourd'hui à la fois au projet Hercule, mais plus globalement à la poursuite de la libéralisation du secteur? La promesse initiale qui avait été faite était celle d'une baisse des prix. Force est de constater que plus personne n'y croit désormais. La suivante, celle de favoriser l'innovation, est démentie par les faits. Et on a bien le sentiment que tout cela n'est fait que et uniquement pour satisfaire les exigences de la Commission européenne qui nous apparaissent à rebours de l'intérêt général en faveur d'un pôle public de l'énergie. Monsieur le Président, êtes-vous d'accord avec nous pour dire que le système le plus efficace et le moins coûteux est le système public intégré? EDF a-t-elle chiffré le coût pour le système électrique de la désoptimisation induite par la séparation des différentes filières de production? Que deviendra la recherche et développement d'EDF avec Hercule?
Est-ce que le renoncement à la mise en concurrence des concessions hydrauliques est acté? Enfin, la Commission européenne et le gouvernement insistent sur la nécessité de séparer le pôle nucléaire des autres activités d'EDF au prétexte que la mise en place d'un prix de vente réglementé du nucléaire pourrait être assimilée à une aide d'État. Pourtant, on sait que ce prix de vente serait calculé sur la base du coût de production et donc qu'EDF ne serait pas particulièrement aidé. Mais surtout, Enedis bénéficie elle aussi d'un prix réglementé de vente au travers du TURP. Pourquoi alors connaît-elle un traitement différent en se trouvant dans le pôle vert? J'achève. Pourquoi faire appel à l'investissement privé alors que le recours à l'investissement public serait beaucoup moins coûteux pour la collectivité? La rémunération du capital privé est largement supérieure à celui d'un investissement public et on imagine que cette différence de coût du capital aura un impact majeur sur le coût final de l'électricité pour le nucléaire comme d'ailleurs pour les énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, la parole est à Sébastien Jumel pour le groupe La Gauche démocrate et républicaine. Merci, Présidente. Monsieur le Président, Directeur général. La crise sanitaire que nous venons de traverser, les 2 vagues de froid successives que nous venons de traverser témoignent, si besoin était, que l'énergie n'est pas un bien comme un autre, qu'il est un bien de première nécessité et que l'impérieuse nécessité de la nation est de veiller à son accès, notamment pour les plus précaires d'entre nous. Ne croyez-vous pas qu'il serait urgent, plutôt que de démonter le mécano qui fait la fierté de la nation EDF, de réfléchir à faire un bilan des 20 ans de libéralisation du secteur de l'énergie, notamment dans la conséquence qu'elle a eue pour le tarif de l'énergie. Deuxième élément, nous connaissons bien, vous êtes un homme intelligent. Comment un homme intelligent comme vous peut considérer qu'il a raison seul contre tous? Les organisations syndicales sont opposées dans leur grande diversité à ce projet. Et le spectre large de l'opposition, des communistes jusqu'aux gaullistes, en passant par les socialistes et les insoumis, disent que Hercule est un colosse au pied d'argile. Comment avoir raison seul lorsque l'enjeu est d'assurer la souveraineté énergétique de la France? Alors vous avez dit, et je partage cet avis et ce diagnostic, l'Arenh, c'est le virus de la rage que l'on a inoculé à EDF pour affaiblir EDF. Je me suis replongé dans les discours qui avaient présidé à la loi qui a mis en place l'Arenh. C'est pas vraiment la sauce qu'on nous vendait à l'époque, et je vous invite donc à vous replonger dans les discours de l'époque. N'y avait-il pas un enjeu à réformer l'Arenh et à faire en sorte que l'énergie soit considérée comme un service public d'intérêt général, peut-être un pas pour une renationalisation du secteur de l'énergie? Que répondez-vous aux associations de collectivités locales comme la FNCCR, France Urbaine, quant à leur inquiétude? Oui ou non, l'ouverture du capital d'EDF Vert va-t-il conduire les actionnaires privés à s'inscrire dans une logique de rentabilité à court terme qui risque de fragiliser les investissements d'Enedis, qui risque de fragiliser l'accès au réseau? Enedis pourrait être obligé à reverser davantage de dividendes à sa maison mère au risque de renchérir la facture pour l'énergie. Monsieur le Président, Directeur général, Hercule, je le souhaite, ne va pas aboutir. On me dit que les négociations bloquent à l'échelle européenne. Sur quoi bloquent-elles? Et avez-vous un plan B? Est-ce que ce plan B ne pourrait pas résider dans une recapitalisation par l'État, dans la transformation de la SA en EPIC et d'une certaine manière en retrouvant la sève de ceux qui, à la Libération, avaient considéré que ce bien commun devait faire l'objet d'un contrôle par la nation parce qu'il posait des questions d'accès à un bien de première nécessité et qu'il posait des questions de souveraineté industrielle, de souveraineté énergétique. Je crois que ce sont aussi 2 notions dont la crise a révélé qu'un État stratège devait ne pas les abandonner. Merci, monsieur le député. Monsieur le président directeur général, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je vais donc essayer de répondre à ces interventions. J'en ai compté 9. J'essaierai de répondre à chacune et à chacun d'entre vous.
je voudrais peut-être commencer par vous rappeler le contexte juridique qui s'impose au modeste président directeur général d'EDF que je suis, qui s'inscrit dans les lois, les textes européens, les traités, les directives, les décrets et autres réglementations en vigueur. Et que, quoi qu'on en pense aujourd'hui, l'une des difficultés du projet est d'essayer de concilier un grand nombre des principes que vous avez les uns et les autres rappelés avec ces textes. Ces textes ne décrivent pas tout par le menu. Cependant, l'État français et EDF, qui travaillent avec l'État à la constitution d'un projet, estiment que ce projet est compatible avec les textes en vigueur. La difficulté, M. Jumel vient de le rappeler, c'est que les négociations sont difficiles, pour reprendre l'adjectif utilisé par Mme Pompili. Ça veut donc dire que la Commission de Bruxelles ne partage pas la manière de mettre en œuvre les textes en vigueur avec la manière que l'État français et EDF estiment devoir les mettre en vigueur. Il y a donc une zone juridique qui permet ou interdit un mouvement, une négociation, un accord, une réforme, et nous sommes au cœur de ce sujet-là. Et donc, ce sur quoi bloquent les négociations à Bruxelles, ce n'est pas l'idée qu'il faudrait remettre en cause ce qui a été fait par 60 ans de construction européenne, 35 ans d'acte unique et plus de 20 ans de libéralisation du marché de l'électricité. C'est la manière dont sont changés les textes, ces textes fondateurs de l'Union européenne, l'ensemble de leur transposition en droit français. Nous pouvons appliquer de façon intelligente ces textes tout en veillant à conserver un certain nombre de principes qui sont pour nous essentiels et sur lesquels, je crois, pour en parler fréquemment avec les différents interlocuteurs de l'État, l'État français ne transigera pas. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi-même, dans la responsabilité qui m'a été confiée, à mon niveau, je ne transigerai pas sur un certain nombre de ces principes. Alors j'entends ceux qui s'inquiètent, j'entends ceux qui manifestent, j'entends ceux qui disent « tant que je ne suis pas certain exactement de ce qui va se passer, je ne participe plus aux instances de dialogue social à l'intérieur de l'entreprise ». Mais que ce soit le ministre Le Maire, que ce soit la ministre Pompili, que ce soit le Premier ministre M. Castex, qui a écrit une lettre qui, je crois, a été largement partagée par ses destinataires aux organisations syndicales, que ce soit ma modeste personne, je crois que vous ne trouverez aucune déclaration dans lesquelles les responsables politiques et le chef d'entreprise que je suis se soient écartés d'un certain nombre de principes. Je voudrais que ceux qui nous écoutent directement dans la représentation du peuple au sein du Parlement et ceux qui nous écoutent indirectement, puisque ce dialogue est de fait un dialogue public, eh bien, croient qu'en effet, nous nous battons de façon très, très coordonnée, très intense, avec beaucoup de volonté d'aboutir, pour résoudre cette équation délicate, comme disait Madame Battistel, pour mettre en œuvre une réponse qui soit juridiquement stable, qui réponde aux besoins que nous avons, que ce soit le contrôle par la nation, dont parlait M. Jumel, oui, il n'y aura aucune privatisation, il n'y aura aucun secteur qui est aujourd'hui aucune activité qui serait aujourd'hui dans le secteur public et qui serait transférée au secteur privé. Il n'y aurait aucun abandon de souveraineté, pour reprendre à nouveau un mot de M. Jumel, puisqu'au contraire, nous écarterions la menace que des concessions qui sont aujourd'hui exploitées dans le système hydroélectrique aujourd'hui exploité par EDF ne le seraient plus demain. Donc c'est plutôt un renforcement de notre souveraineté, un renforcement du contrôle par la nation devant un certain nombre de ces menaces. Nous avons, en matière de structuration, regardé beaucoup de solutions qui sont possibles. Et je ne vous dirai pas qu'il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Mais je n'en ai pas trouvé aujourd'hui qui fonctionne mieux que la solution laquelle nous avons travaillé pendant longtemps avec l'État. Je n'ai pas trouvé de solution dans laquelle soit protégés comme ils vont l'être, soit préservés, soit peut-être inscrits dans la loi, quand la loi passera devant le Parlement, des sujets aussi importants que
la détention capitalistique, des sujets aussi importants que la péréquation tarifaire, des sujets aussi importants que le rôle d'Enedis dans la distribution, avec tout ce qui a été souligné et que bien sûr je partage quant à l'impact tout à fait majeur d'Enedis pour que tous les territoires soient bien traités. Je voudrais peut-être maintenant, après vous avoir dit comment je vois cette équation, parler un petit peu de dialogue. Je voudrais souligner que la mission qui m'a été confiée publiquement par le président de la République fin 2018 et qui est implicitement liée à la reconduction de mon mandat qui est intervenu quelques mois plus tard, début 2019, c'est la mission de préparer une réforme portée par le gouvernement et qui mette fin à l'ARENH et qui respecte un certain nombre de ses principes. Une telle réforme, évidemment, ne se prépare pas dans le silence et dans le secret. Mais en même temps, dès lors qu'il y a une négociation, je crois qu'il paraît naturel à tous ceux qui ont déjà participé à des négociations de ne pas arriver en mettant sur la table, en mettant de façon ouverte l'ensemble des données du problème. Et donc, la qualité du dialogue a évidemment largement dépendu tout au long des 2 dernières années des points qui nous paraissaient acquis et des points qui étaient encore en discussion. Quant à la quantité du dialogue, quant à la fréquence du dialogue, d'abord avec les parlementaires, je suis heureux de revenir et j'étais déjà venu vous exposer les principes de cette réforme fin 2019. Ensuite, avec les organisations qui représentent les salariés au sein du groupe EDF, nous avons maintenu un dialogue permanent dès lors qu'ils l'ont bien voulu, c'est-à-dire jusqu'à ces dernières semaines, et que ce soit des réunions bilatérales, des rencontres officieuses ou des rencontres officielles, elles ont été multiples. Je me souviens avoir participé moi-même à une journée complète d'information, c'était mi-2019, dans lequel plusieurs représentants de chacune des organisations syndicales étaient invités à venir écouter, s'exprimer, dialoguer, poser des questions, proposer des alternatives par rapport à un projet qui était en gestation. Enfin, quand il s'agit d'un certain nombre d'avancées dans la négociation qui nous paraissent suffisamment claires et définitives pour que nous en fassions part à nos interlocuteurs de toute nature, eh bien nous l'avons fait. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Lorsque nous avons estimé que le sujet de la quasi-régie, qui était un sujet difficile, était un sujet suffisamment avancé pour qu'on puisse en faire état, nous l'avons tout de suite fait pour montrer que la négociation avançait et que nous avions trouvé probablement une solution sur la mise en concurrence des concessions hydroélectriques que nous cherchions depuis longtemps. Et je répondrai à M. Aubert, on a découvert en effet la quasi-régie, puisque c'est une directive extrêmement récente qui, pour l'instant, n'a été utilisée qu'une seule fois en France par l'État dans une autre activité, qui est une activité de financement d'exportation qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec EDF. Oui, donc, M. Aubert, nous utilisons une avancée dans le droit communautaire qui date d'il y a moins de 3 ans et qui, pour l'instant, n'a été utilisée qu'une seule fois. De la même manière, alors que pendant longtemps, nous avions plutôt assuré la promotion d'un prix pour la production nucléaire qui serait à l'intérieur de ce fameux corridor, soit un prix plancher, soit un prix plafond, soit le prix du marché lorsqu'il est à l'intérieur du corridor. Dès lors que la Commission nous a dit qu'elle préférait un prix fixe, nous en avons pris acte et nous en avons donné connaissance à l'ensemble de ceux qui s'intéressent au sujet. Donc le dialogue est un sujet difficile, nous essayons de le multiplier, mais nous ne voulons pas non plus que la volonté de dialogue affaiblisse nos positions et rende de facto une telle opération inacceptable, infaisable et signifie l'arrêt du projet de rénovation, de remplacement de l'ARENH. Donc, l'ARENH est au cœur du sujet. Un certain nombre de points ont avancé, d'autres points, et je vais y venir maintenant, sont difficiles. Évidemment, tout ce qui touche autour du prix de l'ARENH est un sujet tout à fait essentiel, puisqu'il en va de la possibilité pour EDF de se faire correctement rémunérer de ses investissements passés et de ses investissements futurs sur le parc nucléaire. Tous les sujets qui touchent aux bases juridiques et aux conditions juridiques dans lesquelles pourrait s'exercer la régulation, dont je souligne qu'il s'agit d'une aide d'État. Je crois qu'il est indiscutable que
le simple fait que, par exception au droit communautaire et au principe même du marché unique, un prix soit régulé, c'est bien évidemment le prix soit régulé par un État de la communauté de l'Union européenne, c'est bien évidemment une aide d'État. Les conditions juridiques font l'objet, entre experts, et je crois que ce n'est pas le lieu ici de rentrer dans des détails, font l'objet de discussions. Et le troisième grand chapitre qui fait l'objet de discussions, c'est ce que nous appelons la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire les relations entre les différentes parties d'EDF. La gouvernance, ça s'apparente au thème du groupe intégré sur lequel je suis longuement intervenu au début de mon propos introductif. Donc voilà de quoi est fait aujourd'hui l'essentiel des conversations qui sont menées par l'État et à laquelle nous ne participons pas. Nous en sommes informés, nous donnons notre opinion, mais bien sûr, c'est l'État français, l'administration française qui est au contact de la Commission européenne. J'avais quelques questions notamment de M. Sellier, sur les investissements qui sont permis par la réforme et sur les liens capitalistiques. En ce qui concerne les liens capitalistiques, je voudrais dire que il est clair dans toute la préparation des discussions qu'il est prévu que Bleu détienne une large majorité du capital de Vert. J'ai eu l'occasion, mais c'est à titre personnel, de proposer que soit transposé le chiffre qui figure aujourd'hui dans la loi française de 30% de détention d'EDF par des actionnaires tiers. Et j'ai eu l'occasion de proposer que ce chiffre de 30% soit retenu sur la part de capital qui pourrait ne pas être détenue par le secteur public dans la société EDF Vert. Je ne crois pas savoir que le gouvernement ait aujourd'hui pris position sur ce sujet-là et peut-être aurez-vous l'occasion de demander tout à l'heure au ministre ce qu'il en est. Les investissements qui sont permis par la réforme, M. Sellier, sont absolument essentiels. Ce sont des investissements qui permettraient à EDF de jouer tout son rôle dans la transition énergétique. Et je vous donnais l'exemple frappant du doublement du parc renouvelable que nous pourrions viser à l'horizon de 2030. Non pas les quelques 50 gigawatts que nous visons aujourd'hui, mais les quelques 100 gigawatts que nous pourrions tenir. Et donc, il s'agit, si on veut parler en milliards d'euros, de sommes qui sont importantes, de sommes qui sont, je dirais, de l'ordre de 15, peut-être de 20 milliards d'euros additionnels sur la période et qui, évidemment, feraient beaucoup de bien à l'économie française, puisque nous veillons en permanence à faire en sorte qu'une très grande majorité de nos commandes soient passées à l'industrie française et européenne. Sur le sujet de la taxonomie dont M. Aubert parlait, je me réjouis beaucoup qu'il reprenne à son compte la bataille pour la taxonomie nucléaire que nous menons. Nous menons cette bataille avec d'autres électriciens européens, notamment ceux dans lesquels les États ont fait le choix du nucléaire dans le long terme. Il y a environ 8 États européens concernés. Et je serais très heureux que des parlementaires français, des parlementaires européens, des partis français, des partis européens se joignent à nous dans cette bataille pour la taxonomie nucléaire. Et nous espérons pouvoir compter sur toutes les forces qui croient au nucléaire dans la durée pour refuser cette aberration qu'est le projet de taxonomie dans lequel on ne pourrait construire de centrales nucléaires au sein de l'Europe des 27 qu'avec du financement extra-européen. Et donc, de fait, on ne pourrait construire au sein de l'Europe des 27 que des centrales nucléaires d'origine extra-européenne. Battons-nous tous ensemble, Monsieur Aubert, mais je peux vous dire que c'est l'une de mes préoccupations principales. J'ai eu plusieurs questions, notamment de Madame Tufnel, en ce qui concerne la formation des tarifs réglementés, et elle a très justement insisté sur le couplage actuel entre le prix du TRV, c'est un couplage partiel, et la volatilité des matières premières fossiles. Et je vais tout à fait dans votre sens, Madame Tufnel, votre analyse est tout à fait exacte. Si la réforme voit le jour, nous allons découpler le prix du tarif réglementé de vente, en tout cas la composante de production à l'intérieur du prix réglementé de vente, qui représente environ un tiers de ce prix, toutes taxes comprises, et évidemment un peu plus hors taxes. Nous allons découpler ce prix de la volatilité des matières premières et faire en sorte que ce prix reflète bien davantage le prix
de la production nucléaire française et bien moins le prix des matières premières telles qu'elles s'échangent sur les marchés des matières premières dans le monde entier. Et donc, le remplacement de l'Arenh aurait des vertus de stabilisation du prix dans la durée et de moindre volatilité du prix pour les Français. En ce qui concerne les modes de calcul du tarif réglementé de vente, il ne serait pas changé. Et en ce qui concerne les principes du tarif réglementé de vente, il ne serait pas changé. Il resterait toujours un tarif à l'intérieur du système français. Il n'y aurait aucun changement de ce point de vue-là. Voilà, je voudrais aussi dire un mot en ce qui concerne les questions posées par M. Quatennens. D'abord, je voudrais saluer le soutien qu'il a apporté à notre production nucléaire et lui dire, comme aux autres parlementaires, qu'il s'agit pour nous d'une question absolument essentielle, parce qu'il faut faire aussi reconnaître l'importance pour la France et pour l'Europe de ce parc nucléaire dans l'avenir décarboné qui est le nôtre, et le fait que d'ores et déjà la France, à l'exception, je crois, de l'Islande et de la Norvège, petit pays avec des populations très, très dispersées et peu nombreuses, la France est de loin le meilleur élève en matière de contenu carbone de son électricité. Eh bien, tout cela est dû au nucléaire. Et oui, M. Quatennens, en abordant ce sujet, vous êtes au cœur de ce que nous cherchons à préserver, la compétitivité, puisque les prix français sont plus bas qu'ils ne le sont dans les pays voisins, l'emploi, puisque le nucléaire est à la source de 220 000 emplois en France, la faiblesse des émissions de carbone, on en a parlé. En ce qui concerne la recherche et développement, je voudrais vous dire que la recherche et développement aujourd'hui d'EDF est dans la situation un peu difficile, où les contraintes qui sont mises sur notre compte d'exploitation par l'Arenh nous a imposé de réduire dans certains domaines les ambitions de notre recherche et développement, et que si la réforme voit le jour, il y aura pour la direction générale du groupe EDF des opportunités plus nombreuses de consacrer des moyens à la recherche et développement. Nous avons préservé l'essentiel de notre recherche et développement. Nous avons près de 2000 salariés dans la recherche et développement centrale du groupe. Mais à l'avenir, avec une moindre tension sur notre bilan et sur notre compte d'exploitation, eh bien, nous pourrons sans doute aller plus loin en matière de recherche et développement, qui est une caractéristique très forte d'EDF et à laquelle je tiens beaucoup et que j'essaye de préserver malgré, pour résumer, malgré les cinq dégradations de notre notation, malgré la difficulté qu'il y a pour nous à emprunter dans le cadre actuel. Je voudrais répondre à Madame Pinel qui a posé des questions sur le grand carénage et la crise du Covid, pour lui dire qu'en effet, de nombreux chantiers ont été arrêtés à cause de la crise du Covid, et que les grands objectifs du grand carénage ne sont en rien changés. Et donc, il y a eu de ci, de là quelques retards, quelques semaines ou quelques mois, des désorganisations en ce qui concerne le grand carénage, mais nous gardons notre grand programme, nous y dépensons un peu plus de 4 milliards d'euros par an pour prolonger la durée de vie de nos centrales nucléaires et pour améliorer leur niveau de sûreté, conformément aux prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que certains des programmes qui ont été lancés il y a plusieurs années, qui sont très importants pour améliorer le niveau de sûreté du parc construit dans les années 70 et 80, et pour l'amener à un niveau de sûreté très proche de celui de l'EPR, certains de ces programmes sont achevés. Et le grand carénage, malgré quelques vicissitudes telles que les quelques mois de crise sanitaire, le grand carénage se déroule conformément à nos objectifs. Voilà, je voudrais répondre brièvement à monsieur Hertz qui me posait des questions, notamment sur sa région. Il n'y est prévu absolument aucun changement en ce qui concerne la nature des concessions sur le Rhin, qui sont l'un des fleurons du parc hydroélectrique français. Il n'est pas prévu non plus de modification en ce qui concerne les règles en matière d'autoconsommation. L'autoconsommation est un moyen important d'associer les Français à la politique de décarbonation, à la stratégie climatique, et nous en assurons la promotion. Et d'ailleurs, notre filiale qui installe des systèmes photovoltaïques sur les toitures des maisons, des centres commerciaux, des immeubles collectifs. Notre filiale est en forte croissance et nous pensons qu'elle est la numéro 1 sur son marché. Et enfin, un troisième sujet peut-être plus ponctuel aussi abordé par M. Hertz, en ce qui concerne Fessenheim.
Je pense qu'un pas important a été fait ces derniers mois en ce qui concerne la possibilité de créer le moment venu un technocentre sur le site de Fessenheim. Premièrement, à l'occasion du plan de relance, le projet de technocentre a été cité. Le dossier n'est pas encore mûr, mais le projet a été cité en ce qui concerne les conditions de fonctionnement du technocentre et les débouchés du technocentre. Il y a aujourd'hui en circulation auprès du public un projet qui a été d'ailleurs assez largement repris par la presse, de mise en œuvre en France, comme dans la quasi-totalité des pays européens, de ce qu'on appelle le seuil de libération. Le seuil de libération permettrait, si cette réglementation qui est proposée aujourd'hui à la consultation du public est mise en œuvre, le seuil de libération permettrait aux produits issus du technocentre d'être commercialisés à nouveau dès lors que leur radioactivité serait inférieure à un seuil, ce seuil étant lui-même inférieur à la radioactivité naturelle, de telle sorte que tout le monde puisse être tranquille lorsqu'il serait en contact avec des métaux ayant connu une certaine radioactivité pendant la vie des réacteurs, par exemple des réacteurs de Fessenheim. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je voudrais peut-être conclure cette première partie en disant que il me paraît évident que si les discussions avec la Commission avancent, si elles se concluent, il faudra une grande campagne d'explication du gouvernement auprès de ses parties prenantes, en particulier le Parlement, mais aussi de l'entreprise auprès de ses propres parties prenantes pour expliquer les choses en détail. Je voudrais en particulier rassurer les autorités concédantes qui s'inquiètent de façon, à mes yeux, totalement infondée d'une réforme qui, en fait, ne va rien changer par rapport à la situation actuelle. Et je dirais même aux autorités concédantes, j'ai l'occasion de voir plusieurs d'entre elles dans les jours qui viennent, que c'est plutôt le statu quo qui me paraît dangereux, parce que la protection d'Enedis dans un EDF affaibli est bien moins bonne que la protection d'Enedis dans un EDF renforcé. Voilà, j'en ai fini pour ces premières réponses à mesdames et messieurs les députés. Et madame la présidente, je vous rends la parole. Merci. En fait, c'est monsieur le président qui va la prendre. Monsieur le président, pardon, monsieur le président. Pas grave, on va faire une audition Shabada, un homme et une femme. J'ai une douzaine de parlementaires qui sont inscrits, donc je vais mentionner les noms pour m'assurer que tout le monde est bien noté. Si ce n'est pas le cas, vous écrivez dans la conversation, vous m'envoyez un petit message. Et ensuite, je panacherai les groupes, évidemment, mais je vais les annoncer groupe par groupe. Donc, j'ai Mme Kerbar, M. Thiebaud, M. Adam, M. Collaroy, Mme Menyemilfer, M. Corsero, M. Laglaise, Mme Boucher-Belcourt, M. Sadier, M. Emedinger et M. Colombani. La parole est à Stéphanie Kerbar. Essayez de faire bref, les amis, et puis si évidemment les questions ont été posées, de les reposer. Parfait, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, cette réforme doit permettre à EDF de financer durablement le nucléaire et donc la sécurité des installations. Est-ce le cas? Pourquoi EDF assumerait seul le risque industriel de production d'électricité de masse en continuant de vendre un volume grandissant à ses concurrents et à un prix garanti? Et dernièrement, si les concessions barrages sont ouvertes à la concurrence, quelles obligations de service public doivent être intégrées dans le contrat de concession? Je vous remercie. Merci. Madame Boucher-Belcourt. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Lévy. En novembre 2019, vous indiquiez devant nos collègues sénateurs qu'en aucun cas, il ne s'agirait de scinder le groupe. Ma question sera donc directe. L'actuel projet d'Hercule est-il toujours en adéquation avec votre déclaration? Nous nous posons la question car nous ne pouvons nous empêcher de constater qu'il s'agit d'un projet uniquement financier organisé pour nationaliser les pertes et privatiser les profits. Avec le peu d'informations qui circulent, j'ai tendance à croire que ce projet va à la fois contre le portefeuille de nos concitoyens ainsi qu'à leur dépendance énergétique. Car rappelons que cette opération n'est possible qu'en cas d'augmentation des prix de l'AREM de 42 € le mégawatt-heure à 48 voire 53 €. À ce propos, pouvez-vous indiquer l'état de négociation? Dernière chose, investir sur le renouvelable est essentiel. Le faire contre une énergie déjà décarbonée et pilotable me semble risqué, surtout lorsque votre groupe possède un avantage certain dans le domaine. Alors, comment justifieriez-vous aux Français une augmentation de leur facture d'électricité pour rendre leur électricité moins émettrice de CO2 qu'elle ne l'est déjà actuellement? Je vous remercie. Merci. Vincent Thiebaud.
Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, merci beaucoup pour tous les propos tenus. Concernant ce projet, nous avons bien compris que l'essentiel est surtout de garantir l'investissement et le financement du parc nucléaire existant. EDF doit faire de nombreux enjeux, notamment fixés par le PPE, qui sont maintenir le parc existant et notamment le grand carénage, les investissements sur des nouveaux réacteurs de type EPR, notamment aussi assurer le démantèlement des réacteurs à venir. Aujourd'hui, le dispositif ARENH sur la bonneraie permettrait de couvrir une partie des investissements. Mais est-ce que cela est suffisant? On parle aujourd'hui effectivement de 53 € le mégawattheure pour un prix fixe, sachant que pour Flamanville, on estime que sur un coût complet, nous sommes aux alentours de 70 € le mégawattheure, voire plus. Donc la question est simple. Est-ce que ce dispositif, l'amendement de ce dispositif permettrait de couvrir l'ensemble des investissements? Sinon, quel serait l'impact pour la tarification pour les utilisateurs? Et si cela n'est pas suffisant, quelle serait la part qui devrait être éventuellement couverte par les contribuables? Merci. Merci. David Corcero, pardon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président. Comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, la France est engagée à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Le nucléaire, aussi appelé énergie décarbonée, est souvent présenté comme une solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Ma question porte sur les déchets radioactifs liés à la production d'électricité de type nucléaire. Où en sont les recherches sur le recyclage et la diminution éventuelle de la suppression définitive de ce type de déchets? Et enfin, en quoi le plan de reconstruction EDF agira-t-il concrètement dans le sens des engagements pris par la France lors des accords de Paris? Merci, Monsieur le Président. Merci. Damien Adam. Merci, Monsieur le Président, et bonjour et merci de votre présence, Monsieur Lévy. Je n'aurai qu'une question rapide à vous poser. À entendre les partenaires sociaux de l'entreprise, que j'imagine nous sommes nombreux à rencontrer en ce moment, ils nous disent qu'il n'y a pas encore eu au sein d'EDF de véritables échanges entre eux et la direction de l'entreprise à propos de ce projet Hercule. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Et si c'est le cas, prévoyez-vous rapidement d'organiser une réunion de ce type, tant ce sujet suscite, comme vous l'imaginez, beaucoup d'interrogations de leur part? Je vous remercie. Merci. Martial Sadier. Oui, merci. Bonjour, messieurs les présidents. On parle beaucoup de production d'énergie verte, on parle beaucoup de prix. Monsieur le Président, sur quelle simulation d'évolution de la courbe de consommation d'électricité en France le projet Hercule a-t-il été bâti? Et puis, le fleuve Rhône étant le plus puissant de France, nous avons dans le bassin Rhône-Méditerranée, vous savez, Monsieur le Président, 65% de l'hydroélectricité française. Et donc, plus que tous les autres territoires, nous souhaitons vraiment que le projet de quasi-régie puisse aboutir sur les 7 milliards de mètres cubes d'eau douce stockés dans les grands barrages français qui ne font pas que de l'hydroélectricité, comme vous l'avez rappelé, et qui sont un véritable multi-usage de l'eau dans notre pays. Jean-Luc Laglaise. Oui, merci, Monsieur le Président. La filière nucléaire française s'est lancée au tournant des années 2000 dans la conception d'un nouveau nucléaire avec le réacteur EPR, donc européen à eau pressurisée. Il est développé en France. Ce projet avait pour objectif non seulement de renouveler le parc nucléaire français, mais aussi de proposer à nos partenaires européens et étrangers une vente clé en main. Mais le lancement peut-être précipité des chantiers des 2 premiers EPR a conduit à sous-estimer les difficultés et les coûts de construction qui ont dérivé. Dans un rapport de 2020, la Cour des comptes a ainsi demandé un retour d'expérience sur cette démarche, notamment sur les EPR de Finlande, Royaume-Uni et Chine, avant toute décision de construction de réactions de nouvelle génération, y compris à l'export. Pourtant, il est indéniable que l'exportation de notre savoir-faire en la matière, dans les années et décennies à venir, sera indispensable pour maintenir à flot la filière nucléaire française. La Pologne, par exemple, a ouvert un appel d'offres pour la construction de 6 réacteurs nucléaires en 20 ans, pour un montant de 34 milliards d'euros. L'avantage qu'a EDF sur ce type de projet à l'international est sa capacité à les prendre en charge dans son entièreté, depuis la conception des centrales, leur construction, en passant par l'exploitation, leur démantèlement et, sans oublier, l'enfouissement des déchets. À ce stade des discussions entre EDF, l'État français et la Commission, quelles seraient, selon vous, les conséquences du projet Hercule sur notre capacité à exporter notre expertise nucléaire? De même, l'éventuelle scission du groupe en 3 entités distinctes, dont l'une dédiée au nucléaire, l'autre à la distribution d'électricité et aux énergies renouvelables, ne va-t-elle pas entraver notre capacité à proposer des offres couplées à nos partenaires avec du nucléaire et du renouvelable? Enfin, ce nouveau schéma, comment pourrions-nous assurer une stratégie commune et unifiée s'agissant des activités internationales des 3 entités d'EDF? Je vous remercie. Merci. Marjolaine Meunier-Mulfer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Lévy. Mes questions portent sur 2 sujets.
D'abord sur votre vision du rôle des réseaux et notamment d'Enedis dans la transition énergétique. À un moment où la transition doit s'inscrire dans les territoires, ne doivent-ils pas jouer un rôle stratégique renforcé dans la gouvernance et devenir les premiers ambassadeurs de la transition dans tous les territoires en exploitant pleinement leur position d'interface entre les échelles nationales et locales? Et est-ce qu'un tel rôle stratégique est compatible avec leur place dans EDF Vert? Et sur la deuxième question sur l'économie d'énergie, un signal prix à 42 € du mégawattheure, bien inférieur au prix de production, n'envoie-t-il pas un signal contradictoire en donnant le sentiment que le prix de l'électricité est plus bas qu'il n'est effectivement, et ne pénalise-t-il pas les économies d'énergie en rendant les travaux moins compétitifs et le temps de retour sur investissement plus long? Ne faudrait-il pas rétablir un prix plus transparent de l'électricité, c'est-à-dire le rapprocher de son coût de production et assumer en parallèle une politique plus lisible et plus ciblée de soutien social pour les plus fragiles de nos concitoyens et de soutien à la compétitivité pour nos entreprises les plus petites ou les plus vertueuses? Merci de vos éclairages. Merci. Yves Emmeninger. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général. J'ai deux questions. La première concerne la fermeture idéologique de Fessenheim, qui représente un coût de 2000 emplois sur le territoire, direct et indirect. Vous avez un peu répondu à mon collègue Antoine Herth, mais je souhaiterais que vous soyez un peu plus précis sur les sommes que vous souhaitez mettre sur la table pour redynamiser le territoire. Vous avez une obligation à cet égard, et je rappelle que le chiffre d'affaires estimé de la centrale était à hauteur de 400 millions d'euros par an. Ma deuxième question porte sur la concession hydroélectrique du site du Lac Noir dans le Haut-Rhin, accordée par Renouvellement EDF en 2009 pour 50 ans. Cette concession est à l'arrêt depuis 2012. D'ailleurs, l'usine hydroélectrique a été détruite. Elle n'a pas été reconstruite, ce qui représente une perte de 80 gigawatts d'énergie renouvelable et 300 000 € par an pour les collectivités sur le territoire. L'État a informé EDF que la reconstruction de cette usine ne se ferait pas. Il y a une indemnisation prévue, mais pour une durée de 7 ans, alors que la convention initiale était de 50 ans. Est-ce que vous avez une solution à cette situation qui n'est pas gérable pour les communes? Merci. Paul-André Colombani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, donc dans le cadre du projet de restructuration Hercule, la branche hydroélectrique devrait être filiarisée à la demande de la Commission européenne, et ce, sans bénéficier du statut protecteur de service d'intérêt économique général. La branche hydroélectrique, qui se retrouve placée au sein d'EDF Azur, deviendrait alors un producteur d'électricité à part entière. Ces modifications pourraient donc avoir régionalement un impact très direct. La privatisation de l'exploitation des barrages hydroélectriques, qui, sortis du service d'intérêt économique général, tombe dans le domaine du champ concurrentiel. Cela, vous n'êtes pas sans vous en douter, suscite l'opposition, voire même la crainte de nombreux élus en Corse, notamment où, avec ses 189 gigawatts et une production annuelle à hauteur de 28% du mix énergétique, l'énergie hydroélectrique est au cœur des enjeux sociaux, énergétiques et environnementaux de l'île. D'autant plus qu'EDF a fait inscrire d'ambitieux projets pour l'hydroélectrique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, à l'heure du réchauffement climatique, l'eau est un bien universel dont la gestion est plus que jamais capitale. Quid de l'avenir de biens communs aussi importants pour nos territoires que les barrages hydroélectriques? Je vous remercie, monsieur. Merci. Et pour terminer en beauté, Jean-Charles Collaroy. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pour cette audition commune de nos commissions Affaires économiques et développement durable et aménagement du territoire. Monsieur le Président Directeur Général Jean-Bernard Lévy, je voudrais vous remercier pour vos propos introductifs et puis saluer à travers vous l'ensemble des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement à la gestion et au développement de notre électricien historique auquel les Français sont très attachés. Alors, nous le savons, le projet Hercule doit permettre de répondre à 3 grands défis: sécuriser le financement du parc nucléaire existant et futur et faire évoluer le mécanisme de prix fixé pour l'accès au nucléaire historique, le fameux ARENH, mettre un terme au contentieux européen sur les concessions hydrauliques d'EDF, hydroélectriques d'EDF, et ce sujet m'est particulièrement cher, vous le savez, en tant que député de l'Isère, et puis donner les moyens à EDF d'investir massivement dans les énergies nouvelles et le développement des réseaux. Alors, dans l'hypothèse où les négociations sur le projet Hercule n'aboutiraient pas, le statu quo pourrait avoir des conséquences très délicates pour votre groupe. Comment abordez-vous l'éventualité de ce statu quo ? Et puis, je veux par ailleurs saluer les services de recherche et développement de votre groupe. Vous l'avez dit, la situation est difficile aujourd'hui, mais c'est très important pour le développement des énergies, des réseaux, des services du futur.
Alors, pouvez-vous nous redire la stratégie d'EDF pour développer les activités innovantes et les éventuelles conséquences du projet Hercule en la matière? Je vous remercie. Eh bien voilà, Monsieur le Président, c'est à vous à la fois pour répondre à ces questions et conclure cette audition si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai bien noté vos multiples interventions qui touchent à de très nombreux sujets. Certains sont évidemment liés de façon directe à la réforme pour laquelle vous m'avez invité. D'autres traitent de façon plus indirecte. D'autres sujets sont abordés par vos questions. Je vais essayer de répondre. Je voudrais d'abord peut-être m'adresser à M. Adam. Je voudrais lui demander très respectueusement s'il croit vraiment que lorsque l'entreprise dit que depuis 2 ans, elle a multiplié les contacts avec les organisations syndicales, les organisations syndicales peuvent expliquer de façon sincère qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Je comprends très bien que le militantisme appelle quelquefois à des réactions un peu vives, à des discours un peu simplistes. Je voudrais simplement rappeler que depuis le moment où le président de la République m'a demandé de préparer une réforme, évidemment en liaison avec le gouvernement, et ces questions étant portées par le gouvernement, l'EDF n'a pas vocation à négocier une régulation directement avec la Commission de Bruxelles. Et bien évidemment, la direction générale d'EDF, moi-même et de nombreux collaborateurs en charge de ces sujets au sein d'EDF, nous avons engagé des échanges avec les organisations syndicales de la même manière que nous avons porté auprès des cadres dirigeants, des cadres, des salariés en général, les grands enjeux de la réforme. Et donc, je voudrais rassurer M. Adam, il y a évidemment eu des échanges très nombreux. Je voudrais néanmoins souligner que depuis 2 mois, au nom de la demande qui a été portée par des représentants des salariés d'EDF que le projet ne voit pas le jour, ce dialogue s'est interrompu. Ce n'est évidemment pas du fait de la direction générale d'EDF et je n'ai eu de cesse moi-même et de même pour mes collaborateurs de rappeler à nos interlocuteurs que notre porte est ouverte pour parler de cette réforme ou pour parler de toute alternative dont ils pourraient penser qu'elle serait meilleure que la réforme. Donc, je voudrais simplement dire solennellement devant vous tous combien le dialogue social est indispensable à la bonne marche des affaires, à la bonne marche des opérations industrielles, à la bonne marche du système public de l'électricité dans notre pays. Et j'espère que, évidemment, le dialogue social pourra continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. J'observe d'ailleurs qu'il y a eu malgré tout quelques réunions qui se sont déroulées lorsque les représentants des salariés estimaient que c'était leur intérêt. Je voudrais répondre à Madame Bouchet qui nous a parlé de scission et de démantèlement, que sans doute n'a-t-elle pas suffisamment écouté ce que j'ai expliqué au tout début. Je lui dirais aussi très respectueusement que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer le groupe intégré que nous essayons de construire en expliquant ce que sont les caractéristiques d'un groupe intégré. Un groupe intégré, ça ne veut pas dire un groupe uniforme. Ça ne veut pas dire un groupe dans lequel, quels que soient les métiers des gens, ils font tous la même chose, puisqu'ils ont des métiers qui sont différents, ils ont des clients qui sont différents, ils ont des technologies qui sont différentes. Et donc, il s'agit d'adapter l'organisation d'EDF à une régulation qui va changer et de l'adapter à l'intérieur des règles de la communauté européenne à laquelle notre pays a adhéré et à laquelle dont il doit bien évidemment respecter les directives. Et donc, sans qu'il n'y ait en rien scission, sans qu'il n'y ait en rien démantèlement, sans qu'il n'y ait pas la moindre privatisation, la moindre activité à l'intérieur du groupe EDF, nous essayons de construire un groupe intégré qui sera un peu différent du groupe que nous connaissons. Je voudrais aussi souligner devant vous tous qu'EDF a déjà connu des réformes importantes. Tout à l'heure, nous parlions notamment autour de RTE. Je rappelle qu'RTE était, il y a une vingtaine d'années, un simple département à l'intérieur de la société EDF. C'est aujourd'hui devenu une société totalement indépendante parce que nous appliquons des directives européennes qui nous ont imposé une séparation très forte entre EDF et RTE. Je voudrais souligner que nous avons pendant longtemps été un EPIC, mais bien sûr cela n'était plus possible dès lors que la France avait adhéré à une Union européenne qui avait décidé la mise en concurrence dans le domaine de l'énergie, que nous sommes devenus une société cotée, et malgré tout cela, eh bien, le service public a continué à fonctionner de manière remarquable en France. Les agents ont conservé le statut
des IEG, les territoires d'outre-mer, et je voudrais rassurer M. Colombani, les territoires d'outre-mer bénéficient de la péréquation tarifaire, et la réforme que nous essayons de construire actuellement ne change en rien non plus la manière dont les systèmes énergétiques insulaires vont continuer à fonctionner dans les territoires qui sont éloignés de l'Hexagone. Je voudrais donc simplement dire que la réforme que nous essayons de porter, elle est difficile, la ministre l'a dit, elle s'inscrit dans un certain nombre de contraintes, mais elle garde intact un très grand nombre, sinon la quasi-totalité des caractéristiques du groupe EDF. Je dirais même qu'elle renforce, comme je l'ai dit, elle renforce Enedis, et je l'ai démontré dans mon propos introductif, je ne vais pas y revenir. Elle renforce les concessions hydroélectriques. Je crois que personne ne peut de bonne foi ne pas reconnaître que faire échapper les concessions hydroélectriques à la menace qui pèse sur elles depuis 20 ans d'une mise en concurrence qui dénaturerait profondément le parc hydroélectrique français, ça serait un plus. Inversement, il y a des activités qui changeraient de façon relativement importante, et c'est pour l'essentiel la manière dont la production nucléaire est commercialisée en France. C'est le cœur de la négociation, c'est le cœur de la réforme de l'ARENH, c'est le cœur de la réforme économique qui doit permettre à EDF de pouvoir être rémunéré pour son parc nucléaire à un prix qui soit convenable. Et donc, en effet, comme l'a dit Madame Bouchet, comme l'a aussi dit Madame Meunier-Milfer, le prix est un des sujets qui est important. Je voudrais revenir à ce que disait Monsieur Laglaise en ce qui concerne l'EPR. L'EPR, c'est capacité d'exportation. Il est clair que nous sommes observés par de nombreux pays qui n'ont pas tant de choix que cela pour leur prochaine centrale nucléaire. Et un certain nombre de pays, il se trouve que c'est la semaine dernière que j'étais en Pologne, j'ai accompagné le ministre Frank Riester qui a passé 2 jours à Varsovie pour parler du programme polonais. En Pologne, tous nos interlocuteurs nous expliquent qu'il y a en réalité 2 options, l'option américaine et l'option française, pour doter la Pologne de 6 réacteurs nucléaires. Et il est clair que les décisions qui vont être prises sur l'organisation d'EDF, sur les moyens d'EDF, sur la pérennité que nous avons en matière de gestion dans la durée du parc nucléaire à travers une meilleure régulation, mais aussi les décisions qui seront prises par l'État français dans les 2 ans qui viennent en ce qui concerne la construction de nouveaux EPR, il est clair que ces décisions auront un impact absolument considérable sur la commande par la Pologne de 6 réacteurs. Dans les 2-3 ans qui viennent, eh bien, ils les commanderont soit aux Américains, soit aux Français, parce que pour des raisons que je ne vais pas décrire plus en détail, le gouvernement polonais n'a pas l'intention d'élargir son choix à d'autres pays que la technologie américaine ou la technologie française. Et je crois que si nous arrivons à faire une belle réforme qui donne un nouvel élan à EDF, qui lui permet de soutenir l'ensemble de ses programmes d'investissement et notamment la continuité de ce programme nucléaire qui remonte aux années 60, aux années 70 et que les Polonais observent de façon très, très précise. Je souligne d'ailleurs que le ministre polonais de l'énergie est un parfait francophone qui a fait ses études en France. Eh bien, nous renforcerons nos chances de pouvoir exporter des EPR, ce qui représenterait des dizaines de milliers d'emplois pendant plusieurs années en France. Je voudrais répondre à M. Sadier qui m'a interrogé sur les courbes de consommation. C'est en effet un sujet qui est intéressant, qui est important. Dans les projections qui sont les siennes, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, le gouvernement, l'État, les différents experts se sont aujourd'hui attachés à essayer de fixer un cap pour la consommation d'électricité en 2035 et en 2050. Ce cap doit guider nos efforts pour répondre à cette demande qui va augmenter. La demande va augmenter parce que les logements qui sont aujourd'hui chauffés avec des combustibles fossiles, comme le gaz ou le fioul, vont progressivement passer à des systèmes électriques. C'est le cas dans de nombreux pays et ça sera vraisemblablement le cas en France avec l'officialisation définitive de la RE 2020 sur laquelle le gouvernement a déjà communiqué mais n'a pas encore pris une décision
tout à fait définitive, parce qu'il y a évidemment le phénomène du véhicule électrique et que petit à petit, nous allons avoir autour de nous davantage de véhicules électriques, des voitures particulières ou des camions à hydrogène, des trains à hydrogène qui vont remplacer des trains diesel. Et donc, il est prévu une augmentation de la consommation d'électricité à terme de l'ordre de 20%, pour répondre précisément à M. Sadier. Évidemment, projeter l'avenir est toujours difficile. Il y a de nombreux scénarios, mais le scénario central sur lequel nous réfléchissons, c'est que dans les 20 ans qui viennent, la consommation d'électricité augmenterait de l'ordre de 20%. Je voudrais répondre à M. Corsero en ce qui concerne les déchets et lui dire que oui, en effet, nous travaillons de façon très, très forte sur la question des déchets. D'abord, évidemment, nous sommes très investis dans le projet CIGEO que vous connaissez, qui est d'ailleurs qui a été traduit dans plusieurs lois, et en particulier dans la loi de 2006, et qui va progressivement se concrétiser par l'installation dans l'Est de la France, sur les départements de la Meuse principalement, mais aussi de la Haute-Marne, par l'installation d'une usine qui va conduire à enfouir les déchets les plus nocifs, les déchets qu'on appelle haute activité et à vie longue. Et donc, nous travaillons sur l'enfouissement de ces déchets. Nous travaillons aussi, mais c'est principalement le rôle du CEA dans le cadre de ces études avancées, sur d'autres solutions de plus long terme qui permettraient de réutiliser ces déchets hautement radioactifs dans de nouveaux réacteurs. Et différents projets ont vu le jour dans le monde entier, y compris en France, puisque nous avons eu des réacteurs de recherche, puis le réacteur Superphénix qui permettait ce qu'on appelle boucler le cycle des déchets. Et c'est un sujet qui est toujours d'actualité et qui amène la communauté scientifique mondiale et les principaux États concernés à continuer à travailler d'arrache-pied là-dessus. Et nous accompagnons avec nos propres moyens les efforts de la recherche publique dans ce domaine très intéressant, mais dont on sait qu'il ne débouchera pas avant quelques décennies. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais aussi répondre à M. Émédinger qui me parlait du lac Noir pour lui dire qu'en effet, le lac Noir est en train d'être réexaminé. À notre connaissance, le ministère en charge de l'énergie prépare un dossier pour voir si cette concession, qui n'avait pas d'avenir telle qu'elle avait été envisagée il y a quelques années, pourrait renaître à travers un nouvel appel d'offres et une nouvelle organisation de la gestion de l'eau dans cet endroit du département, si je ne m'abuse, du Haut-Rhin. Enfin, je voudrais répondre à M. Collaroy qui prenait, je veux dire, l'exemple de ce qui est en train de se passer pour m'interroger sur le statu quo et la stratégie d'innovation. Le statu quo pour EDF, c'est ce que nous connaissons depuis de nombreuses années. Comme je l'ai dit, 5 dégradations de notre notation, des coûts d'emprunt qui ne sont possibles, des emprunts qui ne sont possibles que parce que l'État soutient indirectement EDF, que parce que l'État est au capital d'EDF. Et néanmoins, nous avons la volonté d'innover, nous avons la volonté d'être présents sur toutes les technologies de l'avenir. Et nous avons la volonté de continuer à attirer des doctorants, à attirer des chercheurs, à attirer des ingénieurs, à attirer quelquefois aussi des spécialistes des sciences de la vie ou des sciences, d'autres sciences que les sciences dures, les sciences humaines, de façon à nous accompagner dans la transition énergétique, dans les grandes mutations, dans nos technologies, mais aussi dans les usages de l'énergie par les territoires, par les communautés humaines, par les individus, par les entreprises, et que cette stratégie d'innovation, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et que même dans le statu quo, nous essayons de la préserver. Bien évidemment, si nous arrivons à faire la réforme dans laquelle nous distinguerons mieux les différentes composantes du groupe intégré EDF, nous aurons à ce moment-là vraisemblablement davantage de moyens économiques pour jouer un rôle plus important, un rôle plus facile aussi à planifier que la situation actuelle qui est un petit peu incertaine, un rôle plus facile à planifier pour mener des stratégies d'innovation dans la durée et que notre pays puisse trouver en EDF un socle en matière de recherche et développement, en matière au sens large d'innovation interne et d'innovation ouverte, qui est nécessaire pour que la France continue à jouer un rôle majeur dans les systèmes énergétiques du futur. Voilà ce que je voulais dire peut-être pour répondre à l'essentiel des
des interrogations que vous aviez, mesdames et messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que les commissaires économiques sont à nouveau mobilisés d'ici une petite heure avec Bruno Le Maire. Sujet plus général, mais je ne doute pas qu'il y aura quelques questions sur ce beau projet. Pour autant, Madame la Présidente, je vous laisse conclure. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avoue, à titre tout à fait personnel, que les Bretons sont peut-être soulagés de découvrir la quasi-régie pour le barrage de la Rance. Donc, voilà, c'est une solution qu'on attendait. Je m'en réjouis. Voilà, merci beaucoup pour ces échanges. Et bien sûr, nous suivrons attentivement les travaux de la Commission des affaires économiques pour la poursuite des échanges, des débats sur ce sujet très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, simplement le mot de la fin pour vous dire que je suis très heureux lorsque vous m'invitez. N'hésitez pas à le faire. Et je crois que la grande entreprise nationale que je dirige mérite d'avoir, dès que vous le souhaitez, l'occasion de s'exprimer par ma voix vis-à-vis de la représentation nationale. Merci pour votre nombreuse présence, vos très belles questions. Et je crois que le sujet le méritait. Donc, je suis très heureux que ceci ait pu se dérouler. Quelque chose me dit que le sujet n'est pas clos et qu'on vous reverra. À bientôt. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous, merci Roland, merci aux collègues. À bientôt. Merci.